Diplomatie et relations internationales, 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit des Pays-Bas, du Canada, du Ghana, de la Suède, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Koweït et de la Norvège. Les images en début d'édition. Le chef de file de l'opposition politique démarre sa série d'évaluations des ministres comme annoncé le 7 janvier dernier. Ce 10 janvier, c'est le ministre Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation nationale, qui a été entendu. Avec lui, il était question de sa stratégie pour relever les défis de l'éducation dans ce contexte de crise sécuritaire. Actualité sous-régionale, la Guinée se désolidarise de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le Comité national de redressement et du développement au pouvoir en Guinée a annoncé ce 10 janvier le maintien de l'ouverture de ses frontières avec le Mali. Bonsoir, merci de nous rejoindre à cette dernière édition de l'information de la journée. Cette information pour commencer. Le 8 janvier dernier, le parquet militaire a été saisi par dénonciation d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République par un groupe de militaires, selon un communiqué diffusé ce jour même par la justice militaire. Le communiqué précise que la police judiciaire militaire a été instruite d'ouvrir une enquête pour élucider cette affaire. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, 8 militaires ont été interpellés et interrogés pour les besoins de la cause, selon la même source. On en parle plus amplement dans nos prochaines éditions. En attendant, je vous amène au palais de Kosiam où 9 ambassadeurs ont présenté officiellement ce mardi 11 janvier leur lettre de créance au président du Faso. Parmi les 9, on compte 3 femmes et 6 hommes. Sur les 9, 5 résideront à Ouagadougou, 2 au Sénégal, 1 au Ghana et un autre au Mali. Maxime Jean-Yves Bambara, images et commentaires. Dispositif spécial à Kosiam pour accueillir les ambassadeurs venus présenter leur lettre de créance au président du Faso. Esther Johanna Elisabeth Lofen est la première de 9 ambassadeurs à se présenter au président Rochmar Christian Kaboré en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas avec résidence à Ouagadougou. Juriste de formation, elle a successivement servi dans les directions des affaires juridiques, de la politique de la sécurité et de l'intégration européenne. Dans les missions diplomatiques, elle a été conseillère justice et sécurité à Kampala, chef adjoint de la section économique à Berlin et ambassadeur adjoint à Khartoum et à Bujumbura. Elle est suivie de la diplomate canadienne Lee-Anne-Christine Herman qui résidera également à Ouagadougou. Elle est titulaire d'un master en commerce international et d'un diplôme du 3e cycle en relations internationales de l'Académie diplomatique de Vienne. Deuxième secrétaire au Zimbabwe, première secrétaire aux investissements de 1999 à 2003 à Berlin et conseillère politique en République de Côte d'Ivoire de 2006 à 2009, Christine Herman a occupé plusieurs postes diplomatiques. Elle a ouvert la représentation permanente du Canada au Laos. Depuis 2019, elle est consul et déléguée principale au commerce à Düsseldorf en Allemagne. Le 3e ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président Kaboré et le diplomate ghanéen Boniface Gambila Adagbila. Ministre régional de la région Upper East en 2005, il rentre au Parlement sous la bannière du NPP, parti du président Nana Akufo-Addo en 2013. Il résidera également dans la capitale, burkinabé. Maria Sargren, elle, représentera son pays, le Royaume de Suède, en tant qu'ambassadeur auprès du Burkina Faso. Diplômée d'une licence en sciences politiques et communication et d'un DES en relations européennes et internationales, la diplomate suédoise a été chef de section du département de la coopération au développement, directrice adjointe au département pour les affaires de l'Union européenne. Elle a également été seconde secrétaire à la représentation permanente auprès des Nations Unies au Zimbabwe, ministre conseiller à la représentation permanente auprès de l'Union européenne. Maria Sargren a par ailleurs été ambassadeur de la Suède au Royaume du Cambodge de 2016 à 2019. Le 5e ambassadeur est le diplomate ivoirien Lamine Ouattara, adjoint au directeur régional de la culture d'Abengourou de 1987 à 1996,
M. Ouattara a occupé plusieurs autres fonctions, dont celle de conseiller de 2016 à 2019 et de chargé d'affaires ad intérim de mars 2019 à janvier 2020 de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Comptable de profession, Adrama Sidibé est l'ambassadeur accrédité de la République de Gambie auprès du Burkina Faso. Il a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports de juillet 2019 à septembre 2020. Il résidera à Dakar, au Sénégal, tout comme le diplomate de la Roumanie, Nicolas Nastase. Ce dernier est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Il a respectivement été représentant permanent adjoint et ambassadeur au compte de son pays. Mohamed Abdallah Al-Khalidi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït, résidera à Accra, au Ghana. Il occupait le poste de consul général de son pays à Karachi, au Pakistan, de 2013 à 2019. Il a également été conseiller à l'ambassade du Koweït en Irak, premier secrétaire dans les représentations diplomatiques de son pays aux Émirats arabes unis, en Syrie et en Algérie. Le dernier ambassadeur à se présenter au président du Faso est celui du Royaume de Norvège. Vegard Sunsubo résidera à Bamako, au Mali. Titulaire d'un master en administration publique et d'un master en management international, il est l'actuel ambassadeur de son pays auprès de la République du Mali. Je vous en parlais en titre, le chef de file de l'opposition politique a annoncé dans une déclaration le 7 janvier dernier une série d'évaluations de certains ministres au vu de la situation sécuritaire. Ce 10 janvier, le CEFOP a reçu à son siège le ministre en charge de l'Éducation nationale. Stanislas Ouaro a présenté au CEFOP sa stratégie d'éducation en situation d'urgence pour le retour de 330 000 élèves déplacés internes. À cela, il faut ajouter plus de 3200 écoles fermées dues à la crise sécuritaire. Les échanges ont été à bâton rompu pendant plusieurs heures. La substance avec Michael Toukré. Parmi les ministères que le chef de file de l'opposition politique veut rencontrer, le ministère en charge de l'Éducation nationale, Edi Kombouego et ses camarades du CEFOP veulent savoir sur la situation de l'école burkinabé dans cette crise sécuritaire. Plus de 511 000 élèves déplacés internes sont touchés par la crise sécuritaire au Burkina Faso et plus de 3200 écoles à la date du 31 décembre 2021 restent toujours fermées. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le ministre en charge de l'Éducation nationale a exposé une batterie de mesures déjà mises en œuvre dans la stratégie de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso, ce qui a permis le retour de 136 000 élèves déplacés internes dans les salles de classe. Et il reste encore 33 000 élèves déplacés internes en arrêt d'activité pédagogique. On a fait le point, cette situation. Le point aussi donc, des actions que nous déroulons dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la stratégie d'éducation en situation d'urgence qui passe par la mise à disposition de tables bancs, la réalisation donc, d'espaces temporaires d'apprentissage, la réalisation donc, on va dire, la mise à disposition de kits, donc d'anal, le développement d'une éducation donc de curricula d'éducation en situation d'urgence, la réalisation d'infrastructures complémentaires dans les zones de repli, et la construction prochaine donc de salles préfabriquées déplaçables, etc. et les ressources que nous mobilisons. Donc tout cela a été présenté. Au CEFOP, on a écouté l'exposé du ministre en charge de l'Éducation, poser des questions de compréhension, mais aussi faire des propositions. Au thème des échanges entre les deux parties, le CEFOP s'est dit partiellement satisfait des actions du gouvernement pour atténuer les fermetures d'écoles et l'abandon des salles de classe par les élèves, mais aussi les enseignants. Non pas qu'il y ait des enfants déscolarisés. Et nous avons trouvé partiellement satisfaction, mais il y a toujours dans cette éducation la prise en charge psychologique de ces enfants qui ont vu abattre leur père, leur mère, leurs parents, gisaient dans le sang et sans prise en charge psychologique, ils pourraient constituer un danger pour demain. Nous louons les efforts du gouvernement, nous les avons encouragés à faire davantage pour qu'enfin le peuple soit satisfait. Au département du professeur Stanislas Ouaro, la continuité des activités éducatives pour les élèves déplacés internes reste toujours une priorité. Des infrastructures éducatives déplaçables vont être réalisées. Au total, 260 salles de classe déplaçables et 50 latrines sortiront de terre dans les semaines à venir. Nous avons opté pour l'option déplaçable, de permettre la continuité éducative donc à ces élèves-là. Nous réalisons ce que nous appelons des espaces temporaires d'apprentissage,
qui peuvent être considérées par certains comme des classes sous-payotes, mais ce sont des infrastructures dans l'urgence que nous réalisons. Jusqu'à fin février, on pourra toujours ouvrir des établissements pour commencer l'année scolaire ou permettre à des élèves de pouvoir poursuivre leur scolarité parce que nous avons des curricula d'éducation en situation d'urgence. Donc c'est des programmes sur 4 mois. Donc ce n'est pas le programme entier que tout le monde a dans une situation normale, mais c'est l'essentiel du programme qui leur permet effectivement de valider leur année scolaire. À la suite du ministre en charge de l'Éducation nationale, les ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'Action sociale seront également attendus par le CFOP pour une évaluation pratique des actions dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et la prise en charge des personnes déplacées internes estimées au Burkina Faso à plus de 1 500 000. Le torchon continue de brûler entre les ouvriers dits occasionnels et la mairie centrale de Ouagadougou. Ce 11 janvier 2022, ces ouvriers ont encore manifesté leur mécontentement envers l'autorité communale. Ils exigent entre autres le paiement de leur salaire et une sécurité sociale. Les détails de Fatima Tanikiema dans ce reportage. Il est 9h environ à la bourse du travail du Burkina Faso. Ces ouvriers dits occasionnels selon la mairie centrale de Ouagadougou et permanents selon leur organisation se concertent pour battre le pavé jusqu'à la mairie. Mais ils n'auront pas l'occasion d'accéder à la porte principale de l'hôtel de ville. Ces ouvriers qui réclament leur paiement de salaire de près d'1 an et d'une protection sociale feront face à la police municipale qui a érigé des barricades sur la voie accédant à la mairie centrale de Ouagadougou. Cela fait 24 ans que je travaille pour la mairie et je viens ici à 3h, 4h ou même à 12h. Je ne m'amuse pas avec mon travail, mais pourquoi ils refusent de nous payer? Nous ne comprenons plus rien. Je me demande si nos gouvernants savent ce qui se passe et si c'est le cas, pourquoi ils laissent faire? Ne savent-ils pas que leur silence détruit le pays? Selon le porte-parole de ces ouvriers de la mairie de Ouagadougou, rien n'a véritablement changé dans leur plateforme revendicative depuis leur dernière conférence de presse en début d'année scolaire. À en croire Noufé Bamogo, certains de ces ouvriers doivent faire valoir leur droit à la retraite et bénéficier de la pension retraite. Mais en lieu et place de cela, il leur est demandé de se constituer en association. Juridiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas et nous on aurait souhaité qu'effectivement que la mairie puisse nous donner les éléments juridiques qui les fondent à demander à ces ouvriers permanents de se constituer en association. Ça ne tient pas. Donc nous appelons la mairie à revoir sa copie et ces ouvriers ne vont pas effectivement se constituer en association parce que l'association c'est une convention, un partenariat qui lie la mairie à ces associations que nous connaissons. Mais ceux-là sont des ouvriers permanents qui doivent bénéficier de tous les droits légaux reconnus par la Constitution du Burkina Faso. Au dit des manifestants du jour, l'ex-ministre de l'administration territoriale Clément Sawadogo, dans une lettre, avait promis de prendre attache avec l'autorité communale pour une sortie de crise. Mais jusque-là, aucune nouvelle. Il s'agissait, selon le porte-parole des ouvriers, que la mairie leur transmette le rapport de la commission ad hoc chargée de la régularisation de la situation des ouvriers et l'ouverture des négociations afin d'aboutir à un consensus. Actualité dans la sous-région, plusieurs sanctions ont été prises à l'encontre du Mali à la faveur du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des sanctions pour lesquelles l'économiste fiscaliste Amos Zongnaba nous a livré son analyse. Pour lui, seul le retour à la concertation avec la CEDEAO pourra sortir le Mali de cette impasse au vu des conséquences économiques de ces sanctions. Il explique son point de vue dans cet élément signé Serge Kabouré. Regardez. 48 heures après la prise par la CEDEAO et l'UEMOA d'une batterie de mesures à l'encontre du Mali, la junte au pouvoir persiste et signe en dénonçant un caractère illégitime et illégal de certaines de ces mesures. À en croire l'économiste fiscaliste Amos Zongnaba, ces sanctions sont significatives d'une asphyxie économique du Mali. Le Mali est essentiellement un pays qui exporte. Donc quand on regarde l'économie du Mali, c'est un pays qui compte beaucoup sur le coton. C'est un pays également qui compte beaucoup sur l'exportation des ressources minières comme l'or, et comme également le lithium. Donc et quand on regarde les partenaires commerciaux du Mali, c'est essentiellement la Chine, après suivre la France,
les pays de l'Union européenne et maintenant, si vous voulez, les pays de la CEDEAO. C'est-à-dire que le commerce intracommunautaire entre le Mali et puis les autres pays de la CEDEAO vont connaître un coup. À la suite des sanctions, les autorités maliennes ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs dans les États membres de la CEDEAO ainsi que la fermeture de ses frontières. Des mesures de réciprocité largement symboliques, mais qui, selon Amos Zongnaba, feront difficilement le poids. En tout cas, à ce que je regarde, c'est très difficile. Ça va être très très difficile, sinon très compliqué pour le Mali, sans en tout cas le soutien de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et vous savez, la sanction la plus, en tout cas à mon avis, la plus sévère, c'est surtout le gel des avoirs. Parce qu'aujourd'hui, au niveau économique, si vous n'avez pas l'argent, tout simplement, vous ne pouvez rien faire. Alors que vous avez votre argent qui est déposé dans les comptes de la BCEAO, mais que vous ne pouvez pas utiliser. C'est gelé, vous ne pouvez pas faire des opérations. Et là, effectivement, c'est très compliqué. Donc, je vois mal le Mali revenir sans vraiment négocier avec la CEDEAO et l'UEMOA. Pays frontalier avec le Mali, la Guinée, elle, a décidé de maintenir ses frontières ouvertes. Toute chose qui, selon l'économiste fiscaliste, pourrait constituer une bouffée d'oxygène. C'est vrai que c'est un apport de la Guinée que le Mali peut saisir, mais je pense que cet apport-là ne va pas être suffisant. Il faut d'autres pays, il faut d'autres choses qui vont pouvoir accompagner le Mali. Et voilà pourquoi moi j'insiste surtout sur la négociation. Parce que là où ça coince, c'est tout simplement le délai. S'ils ont aujourd'hui un calendrier clair de retour à l'ordre normal de la Constitution, moi je pense que les choses peuvent revenir à la normale. Pays enclavé et éprouvé par les attaques terroristes et le Covid-19, le Mali qui subit de plein fouet l'embargo imposé par la CEDEAO et l'UEMOA n'aura d'issue favorable qu'à travers la concertation, selon l'économiste fiscaliste Amos Zongnaba. Les sanctions prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, contre le Mali, le 9 janvier 2022, créent des mécontentements au Burkina Faso. Pour les Burkinabés, les sanctions sont très lourdes pour le Mali. Je vous propose la réaction de quelques citoyens burkinabés recueillis à Ouagadougou par Assompta Somé et Saint-Ger Kouma. Est-ce que l'UEMOA est là pour des sanctions ou bien elle est là pour lutter pour sa population? C'est là nous on ne comprend pas. Si une organisation est là seulement, rien que pour des sanctions en cas de faillite, là ce n'est pas une organisation. Tu devrais être là aussi. En cas de problème, tu viens pour secourir. Maintenant, si ça ne va pas, on cherche autre solution. Mais pendant même que nous, on ne voit pas sur le terrain pour faire quoi que ce soit, c'est les sanctions nous on entend. Parce que tout compte fait, nous trouvons que c'est le peuple malien qu'ils ont sanctionné et non les dirigeants maliens. C'est une décision aussi pour se protéger, parce que c'est pour se protéger bien sûr. Parce que vu que si au Mali aussi ça passe, peut-être ça va tenter d'autres aussi dans d'autres pays. Peut-être c'est ça. Ces sanctions, c'est drastique, ça va vraiment jouer sur les Maliens. Ça va vraiment impacter la vie des Maliens. Mais je pense que c'est arbitraire. Et vraiment, ça ne répond pas aux aspirations de la population. Ça ne répond pas aux aspirations de la population. Ils auraient fait mieux d'aider effectivement Guaita si réellement ils sont là pour défendre les intérêts effectivement de leur population. Je ne suis pas à la hauteur de leur faire une proposition, mais ce que je trouve, c'est vraiment osé. Mais comme c'est des textes, je ne sais pas si c'est des textes qu'ils ont appliqués ou c'est des sanctions qu'ils ont écrites sur place pour application. Mais pour moi, c'est trop et c'est comme si c'était de l'huile qu'on versait sur du feu. Parce que le Mali est déjà dans une situation indélicate et on prend ces sanctions-là. Je me demande comment le peuple malien lui-même va pouvoir vivre avec ces sanctions-là. C'est contre l'État malien, mais l'État malien ne peut pas être État sans le peuple. Toujours sur cette même actualité, les premières voix discordantes au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les sanctions prises contre le Mali se font entendre. La Guinée se désolidarise de l'organisation sous-régionale. Le Comité national du redressement et du développement, CNRD, au pouvoir en Guinée, a annoncé le lundi 10 janvier 2022 le maintien de l'ouverture de ses frontières avec le Mali. La junte guinéenne réagit ainsi à une décision de la CEDEAO qui vise à durcir les sanctions contre
contre les autorités de la transition au Mali. Après les sanctions prises à son encontre par la CEDEAO, le Mali semble isolé dans la région. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Mais Bamako peut toutefois compter sur le soutien de Conakry. Dans un communiqué lu lundi soir à la télévision, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Les sanctions contre le Mali ont déjà commencé à se faire sentir. La compagnie aérienne Air France a par exemple annoncé ne pas pouvoir assurer la desserte de Bamako en raison de tensions géopolitiques régionales. L'embargo commercial, lui, pourrait mettre plus de temps à produire ses effets, mais les Maliens sont tout de même inquiets quant au risque d'inflation ou de pénurie dans le pays. Le pouvoir militaire à Bamako s'est dit ouvert au dialogue avec la CEDEAO, mais a tout de même appelé les Maliens à manifester ce vendredi contre ces sanctions. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé à une mobilisation générale sur tout le territoire. CAN Cameroun 2021, la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations s'est poursuivie ce lundi avec les matchs du groupe B et C. 4 matchs ont été joués et ont vu la victoire du Sénégal, du Maroc, de la Guinée et du Gabon. En attendant les matchs des autres groupes du jour, voici le résumé des matchs avec Assamitiam Touré, notre envoyé spécial à Yaoundé. Au lendemain des matchs d'ouverture du groupe A dans cette CAN, ce sont les groupes B et C qui se sont illustrés. Dans le groupe B, composé du Sénégal, du Zimbabwe, de la Guinée, du Malawi, ce sont le Sénégal et le Zimbabwe qui commencent les hostilités. Les Lions de la Teranga ont croisé une équipe costaud des Warriors déterminés à ne pas se laisser faire. Il faut attendre dans les ultimes moments pour voir les Sénégalais obtenir un pénalty transformé par Sadio Mané. Victoire donc des Lions de la Teranga, 1-0. Dans la deuxième opposition du groupe B, la Guinée s'impose également par le même score face au Malawi qui participe pour la première fois à une CAN. Plus expérimenté, le Sili national imprime son rythme devant les Flames et à la 35e minute, Ismaël Silla ouvre la marque. 1-0 avant la pause et les Guinéens contrôlent le match jusqu'à la fin. Une victoire importante pour la suite. Dans le groupe C, composé du Ghana, du Maroc, du Gabon, du Comore, les rencontres étaient également très serrées. La rencontre Ghana-Maroc était très attendue. Lions de l'Atlas et Black Star ont livré un match remarquable sans trouver le chemin des filets jusqu'à la 83e minute. Sofiane Boufal, un renard de surface, surprend le portier ghanéen et marque le seul but de la partie. Le Maroc gagne donc son premier match. La dernière opposition de la journée et du groupe C a opposé les Panthères du Gabon aux Kalekantes du Comore. Malgré l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, positif au Covid-19, les Gabonais contrôlent la partie et ouvrent le score dès la 16e minute grâce à Aaron Boupenza. Les Comoriens poussent pour revenir à la marque, sans y parvenir malgré son beau jeu. Le Gabon s'en sort donc avec une victoire pour cette première sortie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite, toujours en compagnie des programmes de la télévision Twi TV. Prenez toujours soin de vous. Bonsoir.